Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast lecture avec 4 livres très bons. Vraiment 4 excellents livres, voire même 4 coups de cœur. Franchement, c'est d'excellentes lectures. Alors différentes, enfin... On va avoir 3 livres policiers thrillers, mais on va avoir du polar nordique, on va avoir la fin d'une trilogie incroyable, on va retrouver un personnage explosif que j'adore dans un 3e tome, et un livre qui n'est pas un policier thriller, mais qui était très beau, et qui se lit très vite, et qui est très prenant et que j'ai beaucoup aimé, et d'un auteur que vraiment j'aime beaucoup. Enfin là en plus c'est 4 auteurs que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà. C'est vrai que d'habitude j'essaye de nuancer un petit peu et de vous faire des épisodes de podcast un peu plus hétérogènes pour éviter d'avoir qu'un épisode avec des coups de cœur et un épisode qu'avec des livres que j'ai pas aimés. Et en même temps, c'est moi qui choisis mes lectures, hein, comme chacun. Chacun choisit ses propres lectures et forcément je choisis des livres que je suis tentée d'aimer, qui devraient me plaire, et des fois je ne me trompe pas. Et donc ça donne des épisodes comme ça avec beaucoup de livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Voilà, installez-vous bien. Alors les livres dont je vais vous parler, ils sont là. Et si on a un livre tout fin, c'est parce que c'est un livre audio. Je vous en avais déjà parlé en grand format, mais là, je vais vous en reparler en audio. Alors, si on détaille un petit peu, on a Vers le soleil de Julien Sandrel. En fait, je vais tout faire dans le désordre, hein. Donc, ce sera le dernier livre dont je vous parlerai. À qui la faute de Ragnar Jonasson en format audio. Quand tu ouvriras les yeux de Petroni Rostania. Et puis, La mort dans l'âme de Mathieu Le Serre. C'est parti. Donc, je commence avec La mort dans l'âme de Mathieu Le Serre, qui est sorti il n'y a pas longtemps chez La Bête Noire, donc chez Robert Laffont. C'est un auteur que j'ai découvert grâce à Eva de Pose-toi et va lire, qui m'en a parlé à Saint-Maur en poche en fait, et je me suis dit je vais tenter. Je vais tenter de découvrir cet auteur, et c'est là que j'ai découvert La part du démon. Et en fait, je l'ai lu au moment où ce livre a reçu le prix Nouvelle Voix du Polar, donc 2022, transmis par Alexis Laipsker, qui l'avait eu sur l'année 2021. Donc 2 auteurs que j'adore vraiment. Et donc voilà, j'ai découvert ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai lu peu de temps après le tome 2, Au Royaume des Cris. Qui vient de sortir, enfin qui est sorti il n'y a pas très longtemps en format poche chez Pocket. Et donc là, on a ce 3e tome, ce final, on est sur une trilogie, et sur une trilogie de dingue. Là, vous avez de la chance, parce que les 3 sont sortis. Et en fait, l'auteur nous titille énormément à la fin des 2 premiers tomes. On se croirait à la fin d'une saison dans une série avec une ouverture de dingue, et on sait qu'il faut attendre un an avant que la saison suivante sorte, et c'est compliqué. Donc ce sentiment qu'on peut avoir, cette impatience et tout, on la ressent totalement en fait avec les livres de Mathieu Le Serre. Bon, encore moi j'ai de la chance puisque j'ai lu les 3 en 11 mois. Donc voilà, j'ai pas eu les 3 en 2 ans, donc je suis déjà privilégiée. Mais vous, si vous ne connaissez pas, vous aurez la chance de pouvoir enchaîner tous les tomes, parce qu'on a juste envie de faire ça. On a juste envie d'enchaîner, tellement les ouvertures à la fin, les teasings et tout sont titillés, quoi. Vraiment titillés. C'est une trilogie écrite comme une trilogie. Elle a été pensée comme une trilogie, et donc tout au long, c'est comme un gros livre coupé en 3. Enfin, c'est pour ça que je dis que vous pouvez presque les enchaîner en fin de compte. Et vous allez suivre des personnages, et il n'y a pas de temps mort en fait entre 2 tomes. Vous allez suivre des personnages. Vous allez suivre 3 personnages. Peut-être que le chiffre préféré de Mathieu Le Serre, c'est le 3. Ensuite, 3 personnages principaux qui sont sur un même pied d'égalité en fait. On peut pas dire, bon on a quand même un personnage principal et 2 secondaires bien présents. Non, on a 3 personnages principaux qu'on apprend vraiment à connaître, qu'on apprend à apprécier. Aucun des 3 n'est parfait. Mais en même temps, aucun être humain n'est parfait. Et donc ils ont chacun une part
que le lecteur doit accepter, que les autres personnages doivent accepter, une part sombre, parfois quelques défauts dans le relationnel, voilà, mais ils sont comme ça et ils sont vraiment très attachants. Et donc ces trois personnages sont Manuel de Almeida, qui est capitaine, et voilà, donc il mène son enquête, etc. Il y a Esperanza, qui est un peu moins expérimenté, mais pareil, qui travaille dans la police et tout ça. Et il y a le frère de Manuel, Christian, qui lui est journaliste. Et ce qui fait que soit par l'enquête policière, soit par le côté journaliste, tous les trois sont amenés à mener des enquêtes, pas forcément les mêmes, mais bon, des fois il y a des liens, ou alors le lien se fait dans le 3e tome à la fin, mais c'est-à-dire que ça permet de suivre les trois personnages, alors que chacun mène une enquête parce que leur job fait qu'ils peuvent tout à fait mener une enquête. Voilà. Après, un journaliste qui mène une enquête, bon, des fois il va quand même un petit peu loin et tout, mais ça le titille, ça lui tient à cœur, donc ça se justifie tout à fait, et c'est hyper intéressant, et notamment la relation entre Manuel et Christian, elle est j'aime bien, voilà, j'aime bien parce que justement il y a un journaliste qui a un frère qui est super bien placé sur les enquêtes, donc s'il peut avoir 2-3 infos, ce serait chouette. Le rythme est bien présent, on sent que oui, enfin comme je dis, le rythme est bien présent, on sent qu'il n'y a pas de temps mort ni quoi que ce soit. Les tomes sont globalement pas très longs, et comme ils sont bien rythmés, ils se dévorent, vraiment ils se dévorent. Et comme je vous dis, vous aurez la chance de pouvoir lire ces 3 tomes les uns à la suite des autres si vous ne connaissez pas la série, et du coup voilà, vous allez les lire très très vite. C'est pas tout rose, c'est pas tout rose. Bon, les scènes de crime, elles sont bien. Notamment dans le premier, j'ai quelques souvenirs de certaines choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les personnages, ils sont pas tout roses non plus. On a une bonne part sombre, voilà. Donc on a un côté bon, je pense notamment à Christian, voilà, qui a un peu ses démons, pour reprendre le titre du premier livre, La part du démon. Mais en tout cas, c'est vraiment une chouette trilogie. Et donc ce dernier tome, il est dinguissime. En fait, c'est là où c'est extrêmement bien construit, c'est que dans chaque tome, Mathieu Le Serre arrive à nous donner des fausses pistes, en fait. Mais alors également dans le 3e. Et alors moi, ces fausses pistes, si vous voulez, je tombe dans le panneau, je me dis tiens, j'ai récolté un indice, oh, je suis trop contente, j'ai trouvé et tout. Puis après, on me donne 2-3 autres indices qui me confortent dans mon idée, et je me dis ah là là, ah, j'ai trouvé qui c'était, ah, je suis contente, et en même temps, mince quoi, j'ai pas été surprise, ah, j'ai trouvé quand même, donc... Et puis après, il y a le dénouement, et je me rends compte que j'ai pas du tout trouvé. J'ai pas du tout trouvé, et je me suis faite avoir, voilà. Donc ça c'est, comme je vous dis, c'est là où on voit que c'est bien construit, parce que du coup, il y a bien une idée en tête dès le début sur la fin de la trilogie, et où est-ce qu'on va arriver, et donc comment, si on maîtrise, enfin j'imagine que si l'auteur maîtrise bien sa fin d'une trilogie, il maîtrise bien aussi les pièges qu'il nous met au fur et à mesure, donc voilà. Et en plus de tout ça, là on est vraiment sur un final soigné, et justement il y a un chapitre de fin qui s'appelle Final et qui est magnifique, qui est d'une poésie incroyable, et en fait ça vient clore ce livre que, en fait, j'ai tendance presque à comparer ça à une sorte d'opéra ou de ballet, avec ou même de certaines comédies musicales avec des chansons en fin qui voilà, qui viennent tout exposer. On se retrouve avec tous les personnages, et en même temps, juste sur la fin, on a un petit coup comme ça de poésie, et qui vient nous faire nous-mêmes souffler. Et ce dernier chapitre,
2-3 dernières pages, elles sont magnifiques. On s'attend tellement pas à avoir ça dans un thriller explosif, un thriller qui, voilà, il y a du sang, il y a des personnages sombres, y compris dans les personnages principaux, ça déménage, le rythme il est assez haletant, on commence celui-ci, là, le dernier tome, on n'a pas envie de le lâcher. Donc, on est comme ça, dans ce rythme-là, et après, oh, un petit coup de quelques notes de piano, un petit coup de violon, je ne sais quoi, de harpe, quelque chose de tout doux et voilà, ça, on a ce final incroyable et puis hop, on vient se poser avec cette ces dernières pages, mais oh là là, c'est dingue quoi, voilà. Donc si vous ne connaissez pas cette trilogie, allez-y parce que c'est un sacré boulot et c'est un sacré beau boulot. On voit que ça n'a pas été pondu comme ça en 2 secondes, quoi. Ça a été construit et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, La mort dans l'âme de Mathieu Le Sert. Je continue avec celui-ci. J'en avais pris 2 en même temps. Donc, Quand tu ouvriras les yeux, de Petroni Rostania chez HarperCollins. Alors, Petroni, c'est une autrice que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et à chaque fois, je vous dis, mais j'adore ce qu'elle fait, c'est trop bien. Et là, je vais vous dire, mais j'adore ce qu'elle fait. C'est une autrice dont on n'entend tellement pas assez parler. Je la vois vraiment pas beaucoup passer sur Instagram. Et pourtant, ceux qui l'ont lu, enfin, je le vois soit dans les chroniques que je vois, soit quand je chronique et que quelqu'un vient me mettre un commentaire en me disant, moi aussi, je l'ai lu. Moi aussi, j'ai adoré, en fait. Quand les gens lisent Petroni Rostania, ils adorent. Mais faut qu'ils lisent Petroni Rostania. Enfin, voilà, faut y aller parce qu'elle mérite beaucoup plus. Enfin, c'est assez dingue. Donc là, c'est un 3e tome. Un 3e tome dans lequel on retrouve le personnage de Pauline Carrel. Alors, Pauline Carrel, qu'on avait croisée dans Un jour tu payeras. Donc, Un jour tu payeras, c'est le tome 1. Je pensais t'épargner, c'est le tome 2. Et là, Quand tu ouvriras les yeux, c'est le tome 3. Sinon, il n'y a pas très longtemps, il y a J'aurais aimé te tuer qui est sorti, mais c'est un one-shot. J'en ai parlé un petit peu avec elle à Limoges. Elle me disait qu'elle pensait peut-être faire un Pauline Carrel, un one-shot, un Pauline Carrel, un one-shot. J'adore Pauline Carrel et j'aime la voir évoluer. Dans le premier tome, elle titi quoi. Elle a un côté, elle a à la fois un côté première de la classe. Elle est avocate en fait, Pauline Carrel, et elle a à la fois un côté première de la classe. Donc elle fait tout parfaitement. Elle est sage. Elle bouge pas des lignes. Carrière à fond. Voilà. Et en fait, sa carrière, c'est de défendre des pourris, vraiment des pourris, que personne pourrait défendre, mais en fait, les pourris, ils savent que si ils ont Pauline Carrel qui va les défendre derrière, ils sont presque assurés que c'est gagné pour eux et qu'ils s'en ressortiront, alors vivants peut-être pas, mais pour certaines raisons, parce que il y a quelques morts, mais en tout cas, ils s'en ressortiront libres en fin de compte. Voilà. Donc sacré personnage. Et puis au fur et à mesure de la lecture du premier tome, on se rend compte que Pauline Carrel, elle est pas si sage que ça, qu'elle a un côté sombre, mais vraiment, on apprend aussi quelques petites choses sur son passé familial qui fait froid dans le dos. Et voilà, vraiment c'est une héroïne explosive en fait. Et les livres de Petroni Rostania, ils sont plutôt courts, ils font moins de 300 pages, ça se dégomme parce que le rythme, il est vraiment présent. C'est assez complet, enfin, il n'y a pas besoin de plus en fait. Sur peu de pages, elle arrive à nous emmener dans des endroits différents, dans des histoires différentes et tout. Et c'est c'est vraiment hyper intéressant, je trouve, ce qu'elle peut faire. C'est enfin voilà, c'est explosif, c'est dynamique, c'est... j'aime bien, vraiment j'aime bien. Ouais, c'est une chouette découverte et en même temps, je vous dis... pourquoi elle n'est pas plus lue que ça? Elle mériterait tellement plus en fait. C'est très bon, c'est très bon. C'est vraiment meilleur que certains auteurs qu'on voit davantage. C'est une autrice que je vais continuer à suivre et là, je suis quasiment à jour, mais je crois qu'il y avait une série précédente qui a
qui est plus publié, donc au final je suis un peu déçue parce que ça m'aurait intéressé, mais je suis presque à jour, il me reste le one shot et après ça va être dur d'attendre qu'une fois par an parce qu'elle est vraiment très douée, très douée, vraiment chapeau. Donc Petroni Rostania à découvrir si vous ne la connaissez pas. Je continue avec un livre audio d'une histoire dont je vous ai déjà parlé, donc on va passer assez vite quand même. Mais il s'agit de À qui la faute de Ragnar Jonasson. Ragnar Jonasson est l'un de mes auteurs préférés. C'est un auteur islandais qui écrit donc de vrais polars nordiques. Hein. On sent bien le froid. Et en fait, j'ai écouté ce livre dans le cadre du jury du prix Audiolib, même si je l'avais déjà lu. Et donc, c'était intéressant, si vous voulez, d'écouter À qui la faute. Donc là, la version audio, moi je l'ai bien aimée, j'ai bien aimé la voix du narrateur, etc. Après, faut savoir que moi, j'accélère quand j'écoute un livre audio. C'est rare que j'écoute à la vitesse 1. Selon la plateforme où j'écoute, si c'est via NetGalley, je passe de 1 à 1,25. En revanche, 1,5, des fois, ça va un peu trop vite pour moi. Si j'écoute un livre audio via Audible, on peut bien... on n'est pas obligé d'avoir du 1, 1,25 ou 1,5. On peut aller sur du 1,3, 1,2. C'est beaucoup plus précis. Et donc, dans ces cas-là, je suis plutôt, moi, sur du 1,3, voire parfois 1,4. Donc, j'écoute rarement à la vitesse 1. Si je le fais... c'est d'une lenteur incroyable et j'ai du mal en fait et ça me fait un peu décrocher. Donc je ne le fais pas et donc j'accélère un petit peu. Je dis ça parce que pour avoir échangé avec certaines personnes qui l'ont aussi écouté en audio, certains l'ont trouvé un peu lent et donc moi en fait si c'est un peu lent, j'augmente la vitesse et du coup c'est pas lent. Voilà. Donc ça peut être une solution. Et puis moi, c'est un livre que j'ai lu en format papier. Et ce côté lent, je le ressens pas comme ça. C'est vraiment ce que certains disent de Ragnar Jonasson. C'est un peu lent, c'est un polar nordique. Oui, mais en fait, c'est que tout est dans l'ambiance. Donc, si on n'entre pas dans le livre et qu'on n'arrive pas à capter l'ambiance, c'est sûr qu'on s'ennuie. Mais si on prend le temps de vraiment entrer et de prendre, en fait, de se mettre dans cette ambiance, on sent une tension, on sent un suspense. Et puis... et là c'est totalement le cas, c'est pas le cas avec tous les livres de Ragnar Jonasson, mais on a un huis clos météorologique, on a vraiment ce côté où les personnages ils sont coincés à cause de la météo, ils peuvent pas sortir, et là on se retrouve avec 4 amis d'enfance, on est sur un roman choral, on va alterner entre chaque personnage, et puis soit on entre dans l'histoire et on est pris par cette tension et puis en plus on a des retournements de situation incroyables et un dénouement auquel on s'attend pas et on fait waouh, soit on s'ennuie et puis à la fin on se dit ah si en fait c'était quand même bien parce qu'il y a eu des petites choses sur la fin, etc. Voilà, donc à chacun de voir. Mais qu'est-ce que j'en ai entendu sur Ragnar Jonasson à la suite de ce livre, et ça me fait tellement bizarre parce que je vous dis c'est un de mes auteurs préférés. Je le dis quand même largement haut et fort. Et voilà, c'est un auteur qui continue à écrire dans un style que j'apprécie beaucoup, qui va sortir encore pas mal de livres, et notamment le prochain qui est prévu, c'est un livre avec la première ministre islandaise, que j'attends depuis un moment pour avoir vu passer sur son compte Instagram toute la com qu'il y a eu quand ce livre est sorti en Islande. C'est incroyable, hein. Donc voilà, donc entendre aussi que de toute façon, il est moins en moins bon, des choses comme ça, j'ai du mal parce que je vous dis, c'est un auteur que j'adore et je le dis tellement, je le dis tellement que c'est un auteur que j'adore que du coup, j'ai un peu de mal derrière, enfin, c'est parfois un petit peu curieux. Je sais qu'il y a 2-3 critiques qui sont plutôt pour me titiller qu'autre chose, mais voilà. Donc en tout cas, celui-ci, laissez-vous prendre par l'histoire en fait. N'allez pas chercher du rythme, allez chercher une ambiance et du coup allez chercher une tension vraiment à un moment donné où on se dit mais il va se passer un truc, forcément il se passe un truc, je veux dire, on peut pas critiquer Ragnar sur ça. Et donc du coup c'est enfin oui, vous êtes pris par cette tempête, par cette tension, et puis par l'histoire. Les personnages arrivent à un endroit où ils étaient censés dormir, ils arrivent, ils ouvrent la porte et ils se retrouvent avec un mort en fait. Un personnage
Voilà. C'est super bizarre. Donc voilà, je vous le conseille, forcément je vous le conseille. Encore un excellent livre de Ragnar Jonasson, en format papier ou en format audio. Si c'est un peu lent en format audio, n'hésitez pas à accélérer un petit peu, mais vous ne serez pas déçus. Et voilà, c'est tout. Vive Ragnar. Et je termine avec Vers le soleil de Julien Sandrel. Donc rien à voir avec les livres précédents. Julien Sandrel, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup et c'est pas la première fois que je vous le dis. Quand j'apprécie beaucoup un auteur, ça m'embête quand je ne suis pas à jour chez cet auteur et c'est le cas avec Julien Sandrel. J'arrête pas de vous dire, vraiment c'est un auteur que j'apprécie, mais il m'en reste à découvrir. Et en l'occurrence, avant de lire celui-ci, il m'en restait 3 à découvrir et j'en avais découvert 3. J'avais découvert le tout premier et puis les 2 derniers, donc je remonte. Et puis celui-ci m'a toujours un peu tentée parce que j'aime beaucoup l'Italie. Il se passe en Italie, avec une catastrophe malheureusement, etc. Mais voilà, donc celui-ci c'est le 4e, oui, 4e qui est sorti. Et donc, on est en août 2018, on va suivre principalement un personnage, mais pas que, on suit Sacha en fait. Sacha, il part en vacances avec Sienna. Et qui est une petite fille et en fait ils partent tous les deux en vacances, ils se connaissent parce que Sacha a été embauché par la maman de Sienna qui s'appelle Tess pour jouer un rôle, pour jouer le rôle de l'oncle de Sienna. Voilà. Alors qu'à la base, Sacha ne connaissait absolument pas la famille ni quoi que ce soit. Mais bon, écoutez, il a été embauché pour jouer ce rôle-là. Et donc, il s'occupe de Sienna quelques jours par mois. Voilà. Et donc, il s'attache beaucoup à Sienna. Et Sienna s'attache beaucoup à lui. Et donc là, ils partent en vacances un petit peu en avance, avant Tess. Et Tess doit les rejoindre après. Et en fait, elle s'arrête chez son amie Francesca, je crois, à Gênes. On est en août 2018 à Gênes. Je ne sais pas si vous faites le lien. Et donc, elle est dans la maison de Francesca. Elle va dans le sous-sol avec le fils de Francesca. Et puis d'un coup, plus rien. Le ciel leur tombe sur la tête. Tout s'effondre en fait. Parce que c'est là où il y a eu le pont à Gênes qui s'est effondré. Je me souviens très bien hein, de cette histoire, de cet accident. Je me souviens très bien, c'était terrible, terrible, terrible. Puis on entendait chaque jour eh bien, le nombre de personnes recherchées, le fait qu'ils continuaient, les secours continuaient à chercher des gens portés disparus. Et puis le nombre de morts qui s'alourdissait, vraiment terrible, terrible, terrible. Et donc voilà, donc on a Tess qui est coincée, vivante ou pas, on ne sait pas. Et enfin bien sûr on va le savoir au fur et à mesure du livre. Et puis en fait Sacha attend Tess et puis à un moment donné il voit à la télé et tout cet accident. Francesca arrive à le joindre et lui explique que on n'arrive pas à retrouver Tess et compagnie. Et le problème c'est qu'en fait Sacha n'a aucun lien de parenté avec Sienna. Il n'est pas son oncle, donc il n'a aucun droit sur elle. Il y a toute une histoire avec le papa. Et puis Tess a une famille aussi, elle a une sœur, c'est pas... non, ses parents, je crois qu'ils sont morts, mais bon bref, vous allez découvrir tout ça. Et donc ça fait poser des questions, que doit faire Sacha en fait, parce que quoi qu'il en soit, la personne la plus proche de Sienna, c'est Sacha. Voilà. Ah, c'est super dur, on est traversé par plein d'émotions, vraiment plein d'émotions. Si vous êtes claustrophobe, vous allez chercher de l'air en fait, devant certaines scènes, vous allez essayer de chercher de l'air dehors ou je ne sais quoi, parce que, enfin je vous dis ça parce que ça me fait penser quand j'avais le Covid et que je manquais d'air, j'arrivais plus à respirer dans la maison, j'ouvrais les fenêtres, il y avait un peu d'air et j'ai l'impression que ça m'aidait. Donc voilà, si vous êtes claustrophobe, vous allez avoir besoin à certains passages, respirer un petit peu et vraiment prenons par les émotions, par de la colère, parce qu'il y a des injustices, par de la colère sur certaines situations, par de la tristesse, et on ne peut pas s'empêcher de suivre Sacha et de se dire mais on veut l'aider en fait, on voudrait tellement l'aider, il est obligé de se méfier de tellement de personnes, c'est super dur quoi. Donc voilà,
et avec un final que j'ai beaucoup aimé. Mais alors j'ai dévoré ce livre, j'avais pas du tout prévu de le lire et puis au final je l'ai pris dans le train pour aller à Limoges. Du coup je lisais ce livre à côté de Julien Sandrel parce que je l'ai lu quand je faisais la queue pour en attendant à Franck Tillier. Et Julien Sandrel était pas loin et ensuite j'ai été le voir, je lui ai dit écoute j'ai commencé ton livre, je suis à la page 77 et tout ça et ça m'arrive plusieurs fois à un salon de voir un auteur alors que je suis en train de lire l'un de ses livres. Mais c'est génial quoi, c'est génial. Après ça m'arrive avec certains auteurs de lire le livre et d'échanger en direct avec l'auteur. Je pense notamment à Hurlement d'Alexis Laipsker ou Julien Rampin. Oh, le dernier livre de Julien Rampin, La chanteuse de bal, il est dingue. Vraiment, je vous le conseille. Et du coup, au fur et à mesure de ma lecture, j'étais quoi? Je faisais des captures d'écran, j'ai dit t'as fait quoi? Voilà, c'est dingue. Enfin, enfin pour dire, mais je me suis tellement faite avoir. Ou avec leur Manel aussi, j'avais échangé parce que pour moi, elle nous avait mis des dans ce que disent les silences, elle nous avait mis des fausses pistes et tout. Et je dis mais je suis tombée dans le panneau. Mais non, mais il n'y avait pas de fausses pistes. Enfin bon. Oh, c'est génial de pouvoir échanger avec l'auteur pendant notre lecture en cours ou juste après. Enfin, et ça, Instagram le permet tellement. Puis les auteurs sont super disponibles, donc c'est génial. Et puis bon, bah là, voilà, j'ai pu échanger avec lui un peu sur le salon et c'était très chouette. Donc je suis pas encore tout à fait à jour dans les livres de Julien Sandrel. Il m'en manque deux. La vie que j'attendais, qui m'attendait, et Les Étincelles. Donc je vais les terminer, je vais les lire, c'est sûr, parce que c'est un auteur que j'adore. Et puis encore une fois, moi vous savez, j'ai du mal avec le truc de dire ah mais j'aime tellement mais j'en lis pas. Donc moi si pour être bien dans mes droites dans mes bottes, eh bien j'ai besoin, quand je vous dis oh j'adore cet auteur, bah ça veut dire qu'il faut que je sois à jour chez cet auteur, parce que sinon ma parole elle peut manquer de crédibilité et moi-même je me trouve pas très à l'aise. Ça rejoint ce que je vous disais où quand je croise des auteurs des auteurs dans des événements privés et tout, et du coup j'ai très hâte de découvrir un auteur, mais en fait je l'ai jamais lu. Bah, je suis mal à l'aise en fait, alors que l'auteur il en sait rien ou il s'en moque mais moi voilà, ça me renvoie le fait que j'ai pas réussi à être à jour, que j'ai pas réussi à tenir l'envie que j'avais ou je sais pas, et ça me fait la même chose dans des salons quand je vois des auteurs et je me dis eh ben lui, j'ai 3 livres de lui dans ma palle, et ben du coup je me dis mais qu'est-ce que je fais quoi? Pourquoi j'avance pas davantage? Donc voilà, alors il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave du tout, c'est juste que moi quand je m'organise dans mes lectures, bah, je tiens compte de ça aussi maintenant. Voilà, si je dis que j'aime bien un auteur, bah, c'est bien que j'aille au bout de ce que je dis. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu, avec 4 chouettes lectures. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me dire lequel. Dites-moi si vous connaissez Petroni Rostagna, quand même. il faudrait. La trilogie de Mathieu Le Sert, est-ce que vous l'avez déjà commencé, voire même terminé? Julien Sandrel, vous en êtes où? Et Ragnar Jonasson, est-ce qu'on est d'accord qu'il est quand même super bon en polar, en écrivain de polar nordique, s'il vous plaît, hein? J'en peux plus d'entendre des critiques sur lui. Il est quand même excellent. J'espère que vous partagez mon avis. Voilà, allez, de très bonnes lectures à tous et à bientôt.